Cinémathèque française, dans le cadre des séances Aujourd'hui le cinéma tous les lundis soirs. Qu'on se le dise, si vous ne connaissez pas encore ce rendez-vous, c'est vrai que la Cinémathèque est un lieu avant tout de patrimoine, d'histoire du cinéma, de rétrospective, mais aussi un lieu dédié à la jeune création cinématographique française, internationale aussi parfois, tous les lundis soirs, avec des films très très différents et des invités tous les lundis, soit à 19h, soit à 20h comme ce soir. Et puis avec aussi des avant-premières, ce sera le cas d'ailleurs ce trimestre, à 2 autres reprises. La prochaine d'ailleurs ce sera le 26 avec un film d'animation qui a été primé à Annecy, voilà, qui s'appelle Saules aveugles, femmes endormies d'après Murakami, avec la revue Bing Blanc. Et puis la semaine prochaine, c'est un rendez-vous autour de 2 films très très singuliers, presque expérimentaux et en même temps très politiques. Notamment un film qui a été fait à partir d'images de drone, qui s'appelle Il n'y aura plus de nuit, qui est sorti en salle, mais qui a peut-être été qui est sorti un peu discrètement. Et on avait envie de le remontrer, d'autant plus qu'il a eu un prix cette année avec le syndicat français des critiques de cinéma. Voilà. Et vous avez le programme, de toute façon, qui est, si vous ne l'avez pas encore, il est évidemment sur internet, cinémathèque.fr, mais il est à la sortie. Vous pouvez prendre ce petit fascicule et regarder toutes les programmations d'aujourd'hui de cinéma. Voilà. Et ce soir, on est très heureux de vous présenter un film dont vous n'avez pas forcément entendu beaucoup parler, parce qu'il a été montré au Festival de Cannes. Il a fait l'ouverture de l'Acide, mais il n'est pas sorti en salle. Il sortira le 2 novembre prochain. On est très heureux de le montrer. Je remercie d'ailleurs Bénédicte Thomas de nous permettre de le montrer, Arizona Distribution. Et puis, je vais tout de suite accueillir son réalisateur à ce film qui s'appelle Jackie Caillou, Lucas Delangle. Alors déjà, il y a cette idée, en accueillant Lucas et ton film ce soir, d'avoir aussi cette relation de suivi avec la Cinémathèque. Tu as déjà montré ton moyen-métrage, Lion rouge au front, qui a des petits liens d'ailleurs avec ce film, d'ailleurs. On va en reparler tout à l'heure. Et puis évidemment parce que moi j'avais très envie de montrer ton film qui est, je trouve, d'une grande force et d'une grande, complicité, c'est pas le mot, mais en tout cas il y a beaucoup de choses. Le film est très très riche dans la manière dont il aborde à la fois le récit presque de 2 émancipations dans le film, et en même temps c'est un film qui peut-être pourrait partir comme ça dans un registre peut-être très, très simple, très presque documentaire, on va dire, plus que sans utiliser le mot naturaliste, et puis qui dévie vers quelque chose proche du réalisme magique, je dirais ça comme ça. On a projeté d'ailleurs dans le cadre d'Aujourd'hui Cinéma il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, quelques semaines, dans le cadre d'une carte blanche d'une cinéaste, on a projeté Heureux comme Lazaro, et le film aussi peut faire penser en tout cas au ton de ce film-là. Et on va avoir l'occasion évidemment d'en parler après la projection, mais je vais te laisser la parole avant Lucas pour dire quelques mots. Merci Bernard pour tes mots et de nous accueillir ici. Et je vois beaucoup de visages familiers, quoi. Il y a beaucoup de gens de l'équipe dans la salle, des comédiens et tout ça, donc je profite pour vous remercier beaucoup d'avoir fait ce film avec moi. Je vais faire très court et je vais vous souhaiter une bonne projection et je reviens après et parler avec vous. Voilà. À tout à l'heure. Alors Lucas Delangle, je rejoins. Je vous rappelle que le film sort le 2 novembre. Donc si vous avez vu le film, parlez-en autour de vous, c'est important à retenir. 2 novembre, vous avez un peu de marge pour organiser le bouche à oreille. Et puis on peut peut-être citer, alors déjà on peut remercier, applaudir les 2 producteurs du film, Charles-Philippe et Cédric, le film du plan. Thomas, Arizona Distribution pour la distribution. Et puis alors, il y a quelques membres de l'équipe, et notamment... Vous voulez nous rejoindre, les comédiens voilà. et nos amis de l'équipe? Edwige Blondio.
Oh, pardon. Ah, Clément de Coudin qui a fait la musique du film. Représente tout le monde, comme ça c'est clair. Tout le monde, pour tout le monde. Alors, Romain Laguna, qui joue le flic dans le film et qui était script aussi, et Edwige Mondio qui joue Gisèle, les deux producteurs, c'est Charles-Philippe et Cédric, Lou Lampros qui joue Elsa, et à côté de toi, il y a Clément qui faisait la musique, Clément de Coudin, et Gaël et Léon qui faisait le son. Il y a Olivier Strauss aussi, quelque part. Il y en a qui se cachent, mais qui se cachent. Olivier Strauss, voilà. Scénariste et chef d'écho aussi. Bon, on peut s'asseoir. Anna, tu viens pas? Anna, elle a fait le casting, elle était script aussi quand Romain jouait. Alors, c'est tout un peu important de voir tout le monde comme ça, pour plein de raisons, et aussi, peut-être que ça donne aussi une idée de la manière dont tu travailles, de constituer un peu aussi une famille d'équipe, quoi, de collaborateurs et tout. Ça, c'est un truc que tu aimes bien, dans la manière de... Il y a plusieurs manières de travailler quand on est cinéaste, mais ça, c'est un truc... savoir bien s'entourer, savoir avoir des gens que tu connais bien, qui sont des amis, qui sont des cinéastes. Il y a deux cinéastes aussi ici qui t'entourent. Ouais, c'était important pour moi de faire un film le plus possible entre camarades, vraiment, quoi. Donc Romain qui fait des films aussi, qui avait fait un film il y a quelques années qui s'appelle Les Météorites. Oui, Les Météorites. Les Météorites, ouais. Et où j'étais script moi-même, et là c'était l'occasion d'inverser un peu les rôles, et puis en plus de lui donner le rôle d'un meilleur ami dans le film, c'était important pour moi. Et c'est toujours beau d'être dans une équipe entourée de gens qu'on aime, sur qui on peut compter, et de pouvoir se partager les postes, d'être capable de faire plusieurs choses aussi, quoi. Gaël, j'avais déjà fait des films avec lui, Clément aussi. Edwige, on avait fait un documentaire avant, donc je filmais son fils beaucoup, et je l'avais filmé à cette occasion-là, et je rêvais de lui donner un rôle de fiction. Voilà, donc c'était que des amis, et puis là-dedans il y a des rencontres évidemment, parce qu'on ne connaissait pas tout le monde, et qui se sont tout à fait bien intégrés à ce groupe-là. Et ça contamine aussi la manière dont tu composes finalement le casting, qui mélange du coup acteurs professionnels, non professionnels, et c'est important d'avoir une sorte de cohérence aussi de casting en même temps, même si comme ça à première vue ça ne l'est pas, mais du coup c'est quelque chose qui passe par l'instinct, de comment ça va fonctionner les acteurs ensemble. Ouais. Mais il y avait plusieurs voies. Lou Lampros, par exemple, je l'ai rencontré par vraiment un système d'agents, de comédiens, etc. Et en essai, quoi. Et elle avait l'intelligence de pouvoir jouer avec quelqu'un qui n'a jamais joué comme Thomas, qui lui est musicien. Et avec Edwige, et avec tout le monde, et avec Jean-Louis Couloc, qui lui est un acteur que vous devez connaître, qui a joué dans plein de films, qui a vraiment beaucoup plus d'habitude de comédien, etc. Quoi. Et donc c'était notamment. Oui, voilà. C'était des gens qui sont capables. Alors Jean-Louis Couloc, par exemple, on en avait parlé, il n'est pas là ce soir, dommage. Il joue au théâtre ce soir, c'est pour ça. On en avait parlé beaucoup, quoi, de comment jouer avec quelqu'un qui n'a jamais joué, etc. Mais c'est quelqu'un qui a l'habitude, et puis en fait ça se fait tout seul, quoi. Et alors pour le casting là-bas, moi je cherchais des décors en même temps, donc en fait je suis arrivé dans cette espèce de... Ouais, il y a deux vallées en gros dans le film, la vallée de l'Issol, la vallée du Verdon, c'est deux vallées très proches. Et comme je cherchais des décors, c'était beaucoup plus facile d'aller voir les gens en leur disant je cherche une maison isolée, et de commencer la conversation comme ça, et puis d'arriver à et je cherche aussi quelqu'un pour jouer tel rôle, et ce que tu veux, c'est un bout d'essai. Et donc le casting s'est fait en même temps que la recherche de décor, c'était des gens qui me donnaient des indications, et puis après je faisais des bouts d'essai avec eux.
Alors, comment c'est parti l'idée, par exemple, Edwige, comment tu as eu l'idée de la caster pour ce rôle de magnétiseuse? Ben, on a fait pas mal d'essais ensemble, mais d'essais de répétition plutôt, parce que c'était assez vite. C'était une idée un peu, comment dire, suffisamment forte qui m'a tenu, quoi. Et non, j'aimais bien l'idée de créer un personnage comme ça, de grande magnétiseuse dans un village où que tout le monde admire, que tout le monde aime, et cette énorme baraque bourgeoise, etc. Et je trouvais que c'était un bel écrin, quoi, pour donner à cette magnétiseuse je sais pas comment dire, une espèce de force, quoi. Et Edwige, elle arrive à le jouer très bien, à le contrecarrer, et puis avec l'amour qu'elle a pour les gens, ça fonctionne parfaitement, quoi. Alors on a pas mal bossé, c'était parfois dur et tout, mais elle a tout réussi, tout ce que je voulais. Formidable. Et en plus, tu parlais des décors et tout, c'était cette idée qu'elle officie dans une grande demeure, enfin, il y a avec cette idée de lignée, quoi, Ouais. et qui nourrit beaucoup le scénario, et notamment évidemment tout ce qui arrive sur les épaules du personnage de Jackie. Oui, voilà, c'était l'idée de créer une espèce de lignée, enfin un héritage difficile à porter, quoi, en tout cas. On a quelque chose de lourd, que ce soit la baraque, les ancêtres, là on voit les portraits partout et tout, que tout d'un coup, quand ça lui tombe dessus, il se demande s'il est à la hauteur, que lui c'est un petit gars qui fait de la musique, et il se pose beaucoup de questions là-dessus. Il y a Bruno Dumont, il parle de ça vachement bien. Il dit moi, je vais filmer des gens dans le Nord et tout ça qui ont peu de mots, mais je les filme en scope 35 mm, quoi. C'est le contraste en fait entre la machinerie du cinéma, voilà, très riche en fait dans le format, dans la machinerie, etc. Et les gens qu'on peut croiser dans la rue, quoi. Et du coup, toutes proportions gardées, sans vouloir me comparer quoi que ce soit, je cherchais un truc comme ça sur la création du personnage de cette magnétiseuse, quoi. C'est-à-dire donc tout l'environnement bourgeois et tout ça, et l'accent du Nord d'Edwige, voilà, ça correspondait, quoi. Et en même temps, il y a aussi quelque chose de très cohérent avec ce que raconte le film, qui se raconte beaucoup aussi par les mains, qui est toute la dimension artisanale aussi du film, tout ce qui est fait main presque. Ouais. Ça c'est un truc aussi qui te tient à cœur et qui se retrouve aussi dans la manière évidemment de ce qui est au cœur du film, qui sont les mains. Ouais. Mais dans le documentaire avant, je me rends compte, j'avais beaucoup filmé tes mains, Nicolas, et là, c'était un leitmotiv, quoi. Je le disais souvent sur le tournage, on va faire comme ça parce que c'est fait à la main, quoi. Je voulais un truc artisanal, un peu, donc dans le mélange à la fois des gens, enfin des comédiens qui jouent les rôles, mais aussi un peu dans la manière de faire. C'est pour ça le zoom, c'est pour ça parfois il y a des trucs un peu tremblotants et tout, où parfois on sent une fragilité et tout ça. Moi, je trouvais toujours que ça allait dans mon sens, quoi, de la fébrilité du personnage, etc. Donc je voulais qu'on sente les mains tremblantes, je crois même dans ma note d'intention et tout. Et donc j'ai beaucoup filmé les mains tout le temps, de manière obsessionnelle. Donc j'espère que je n'ai pas laissé trop, mais il y en a beaucoup, quoi. Plein de mains tout le temps. Et des ombres de mains. Oui, des ombres et ça. Et de le fabriquer aussi comme ça, quoi. Qu'est-ce qui, au départ, j'ai l'impression que ce qui est vraiment très important aussi dans l'écriture et ce qui te guide beaucoup, c'est l'endroit où tu vas tourner. C'est là, en l'occurrence, comment tu as choisi cette région, ces deux vallées, dans les Alpes, Haute-Provence. Alors, moi, je viens de Sarthe, donc vraiment rien à voir, quoi. L'ouest de la France, un paysage un peu plus boueux par endroits et tout ça. Et j'avais écrit donc, le scénario avec Olivier dans ce paysage de montagne et tout, et donc j'ai cherché pas mal dans les Alpes, je me suis beaucoup déplacé en bagnole et tout, et j'avais du mal entre la Provence, où c'est vraiment les toits en tuiles, etc. Je trouve ça super dur à filmer, parce que les maisons se ressemblent beaucoup en Provence et tout. Et puis après, un peu plus haut en altitude, on tombe sur des chalets en bois, voilà. Et juste entre les deux, là, dans ces deux vallées, c'est vraiment
de bric et de broc, c'est tout mélangé, quoi. Donc il y a des maisons peintes, parce qu'il y avait des Italiens qui venaient là-bas, il y a des toits en tôle, et je sais pas comment dire, ce truc un peu bric et broc, ça m'a rappelé peut-être un peu des trucs de mon enfance, etc., du village où moi j'ai grandi, qui est pas très joli. Bon, là-bas c'est beaucoup plus beau, quoi, mais c'est mélangé, quoi. Ça me plaisait bien. Et ensuite, les décors, j'y ai passé tellement de temps à chercher, à me balader partout, seul, avec des amis. Est-ce que ça influe, le choix de tourner là, ça influe sur ta mise en scène et les repérages qui sont souvent très précis, fait que tu penses, dès que tu visites un lieu, un espace, que tu vas filmer de cette manière? Ouais, forcément, les lieux, ils imposent des places de caméra, des déplacements de comédiens. Quand il y a cette séquence où ils vont voir les cairns des parents morts, là, enfin, l'espèce de mémorial aux parents morts, qui est une espèce de gorge, quoi, un petit chemin à flanc de montagne. Bah, là, forcément, il n'y a pas 50 façons de filmer, il y a quelque chose qui se dégage du lieu et qui, à ce moment-là, a un côté un peu mortifère, ou je sais pas comment dire, qui cadre très bien avec l'histoire. Ouais. Alors, on peut parler de cette histoire de magnétiseur, comment c'est venu, comment tu t'es intéressé à ça, du coup, dans la genèse du film. C'était présent dès le départ? C'était quelque chose qui te fascinait beaucoup? Ouais, c'était vraiment dès les premières ébauches de scénario, c'était présent. Et je pense que c'est des souvenirs d'enfance un peu, de là où j'ai grandi. La Sarthe, il y a beaucoup de magnétiseurs, de rebouteux et tout, quoi. C'est des histoires que me racontait un peu mon père et tout ça. Et moi, j'en ai rencontré plein des magnétiseurs, et puis il y a toutes sortes de gens. Il y a des gens qui sont dans une espèce de nouvelle spiritualité, un peu, comment dire, indienne, ou je sais pas quoi. Et ça m'intéressait pas trop, parce qu'il y a un discours qui est très fort dessus, quoi. Et en fait, ce qui me touchait le plus, c'est quand je rencontrais des gens qui étaient très croyants en Dieu, parce que eux, ils disaient souvent, moi je peux pas expliquer ce qui m'arrive, ça vient d'en haut, enfin je n'y suis pour rien, je suis juste l'intermédiaire, etc. Et alors on avait fait, je me souviens des essais avec Edwige, qui est aussi très croyante, et on avait, je retrouvais un peu de ce goût-là pour le silence, le mystère, la non-explication et tout ça, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Notre Père dans le film et tout. Non pas que ce soit quelque chose que j'ai défendu absolument, mais qui était là par Edwige, par tous les gens que j'avais rencontrés, qui me semblaient être les plus justes et les plus beaux dans cette pratique-là, quoi. Du coup, ça pose aussi plein de questions de cinéma, et ça pose aussi la question de la croyance. Au-delà de la croyance, d'avoir la foi, etc., c'est la croyance aussi dans ce qu'on montre au spectateur et comment on établit un pacte avec le spectateur pour qu'il y croit. Ouais. Donc ça pose aussi des questions un cinéaste, en fait. Comment on fait pour que ça fonctionne, j'imagine. Ouais, bah ça c'était le défi du film, c'est-à-dire comment on va arriver à faire croire à quelque chose qui est invisible finalement, quoi, qui est le magnétisme ou les ondes, machin, comment filmer ça quand il se passe rien, en fait. Donc en rencontrant plein de magnétiseurs, il y avait toutes sortes de situations et tout, mais moi je m'étais dit comment je vais réussir à dramatiser ce petit moment de silence, le moment de vide, donc c'est le moment de la guérison, ou en tout cas de la passation de ce qui pourrait guérir. Et du coup, je m'étais dit, à propos, c'est fait à la main et tout, je m'étais dit, le zoom, c'est bien, ça dramatise, etc., plutôt que le travelling, qui est un peu lourd, machin. Et comment faire exister le silence à ce moment-là, donc c'était mettre du son juste avant, juste après, et créer comme des moments suspendus à chaque fois, en fait. Et puis voilà, de le faire exister dans le corps des comédiens, donc le corps de Lou qui se raidit quand elle est magnétisée par Edwige, enfin voilà, le corps à chaque fois, j'ai l'impression que ça passait par là tout le temps, quoi. Ou les mains tremblantes de Thomas quand il s'approche, qui joue cette fille qui s'approche du dos d'Elsa, ce genre de choses. Ouais. Et puis cette affaire de Lou qui forcément aussi pose question, et il y a aussi ce qu'on montre, ce qu'on montre pas, enfin, et là aussi, il y a presque une dimension d'ailleurs, j'aurais aimé t'entendre là-dessus, sur la dimension somnambulique, vraiment sur le rêve éveillé, quoi. Enfin,
il y a à la fois le réalisme magique dont je parlais tout à l'heure, et puis ça rejoint vraiment cette idée de rêve éveillé, presque à la vaudou de Jacques Tourneur. Ouais, moi j'avais pas envie de faire un film où il y a une transformation en direct qui pourrait rappeler le film de Loup-garou, parce que c'est des codes tellement intégrés dans les films américains, etc., que c'est des choses que j'arrive plus à voir, quoi. J'ai l'impression que c'est des films avec des codes, et je voulais faire quelque chose comme si c'était hors champ à chaque fois, pour donner plus l'état d'esprit, ouais, du rêve, ou de la poésie, de ça, quoi. Et j'avais l'impression que ça rendait le personnage d'Elsa, joué par Lou, plus belle dans la métaphore de cette femme qui recherche la sauvagerie tout d'un coup, enfin, ou en tout cas sa liberté de femme libre, potentiellement sauvage, etc. Plutôt que si on avait montré la transformation être dans quelque chose de plus dur, de plus dangereux, etc. Et donc c'est pas vraiment un loup-garou pour moi, c'est plus, j'essaie de me rapprocher plus peut-être d'une histoire plus ancienne, quoi, comme un mythe plus ancien que le loup-garou, encore la femme qui se transforme en loup, quoi, je sais pas. Alors, peut-être il y a des questions ou des commentaires. N'hésitez pas. Oui. Moi j'avais un petit commentaire. Enfin, c'est juste ce matin j'ai écouté une émission et c'était sur Castor il y a 10 et ça disait que une société se construit par le partage du langage et du coup le fait que la louve elle soit pas terrible en fait quelque part, on montre pas la transformation. Moi ça me faisait un peu montrer plutôt l'aspect elle est humaine de cette communauté là, mais enfin voilà, pas qu'elle est méchante ou voilà. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois qu'à la fin, moi, ce que je voulais dire, c'était que c'était pas la montrer comme un animal destructeur, mais plutôt comme quelqu'un qui choisit une forme d'émancipation dans le sauvage, quoi. Parce que, en fait, mais tout ça, ça vient d'un truc, c'est que Jackie veut la sauver tout le temps. Il est là, voilà, je sais pas comment dire, c'est un homme, il essaie de sauver une femme et tout. Et il y avait un truc un peu, je me disais, en fait c'est beaucoup plus joli, même dans ce que ça peut raconter, de leur sentiment qui se rate amoureusement, si elle préfère. Par rapport à lui qui est tout gentil et tout ça, c'est tout. Non, c'est pas. Jackie veut sauver tout le monde, d'ailleurs. Oui, Jackie veut sauver tout le monde, mais pour l'instant, il a peu d'occasion. Parce qu'il y a aussi tout cette affaire avec le berger, avec toute cette histoire cette parallèle du film aussi. Ouais, avec l'enfant, etc. Mais bon, l'enfant, il le met en danger, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Moi j'ai une question par rapport à la composition de la musique, donc je me tourne à la quelle a été un peu la démarche et surtout est-ce que Thomas a eu un regard là-dessus parce qu'il joue un peu son propre rôle en fait, enfin, pour ce côté aussi musicien. Je voulais, voilà. Je vais passer le micro à Clément. Sur la musique, du coup. Ouais, sur comment on a collaboré entre Thomas qui est musicien et toi qui as fait la musique. La musique, déjà, on en a parlé très très en amont avec Lucas, parce qu'on se connaît depuis un bail. Donc, dès les premières versions du scénario. On a fait une rencontre assez rapidement une fois que le choix s'est porté sur Thomas, en fait. Vous êtes venu chez moi pour tester des choses, aussi pour tester des choses à l'image en filmant les mains, sur des instruments divers et variés, parce qu'à l'époque on n'avait pas encore tout fixé, je pense, sur les choix, je pense. Non, et puis on cherchait un truc qui soit assez simple en termes de matos pour savoir ce qu'on allait filmer, etc. Une méthode, quoi, on cherchait une méthode. Ouais, on cherchait une méthode à ce moment-là. Et ensuite, sur la composition, on a fait le choix que ce soit moi qui compose et Thomas qui interprète pour les séquences live. Ouais. Discuter en amont du tournage, on a travaillé sur le tournage en live en fait, assez rapidement.
où j'avais fait beaucoup de travail de vidéos, tutos, etc. sur toutes les manipulations à faire. Voilà. Ouais, lui, en fait, par exemple, l'air de ce qu'il chante, c'est lui qui l'invente. La mélodie de ce qu'on entend Chant des abeilles. Ouais. Non, ça j'avais fait. C'est toi qui l'as Ouais. chanté. Ouais. J'avais fait les paroles. Moi, ben voilà. Donc, ouais, c'est vraiment l'interprète, quoi. Et il y a une autre séquence où il joue le chœur d'Elsa. Ouais. Où là, il se met à jouer, non? Vraiment. Ouais, après il y avait beaucoup de manipulation, d'effets de délai, etc. Ou sur notamment aussi la séquence du temps des abeilles, où il y avait une grande part d'interprétation aussi avec des effets d'une part, et aussi le térémine dans cette séquence-là de chant, où on voit, enfin qui n'est pas vraiment un térémine, mais qui est une antenne qui réagit à la distance, qui était aussi une idée visuelle pour, sur la question des mains et du magnétisme et des ondes, quoi. Oui, ça c'était une idée qu'on avait trouvée au scénario avec Olivier. Le térémine, c'est l'espèce d'antenne, là, quand on approche sa main, ça fait un son différent. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors, le foie cru. Qu'est-ce que c'est qu'il y a avec ça? Bah, c'est Edwige, parce qu'Edwige, quand j'ai fait un documentaire avec elle avant, elle mangeait du foie cru. Comment? C'est toi, c'est parce que tu mangeais du foie cru. Oui, C'est pour ça que j'ai eu l'idée de me le mettre dans le film. oui. Alors, donc avec Edwige, ça s'est super bien passé, elle aimait bien. On n'avait pas trouvé exactement le bon Pas le truc. même goût. Pas le même Enfin, j'ai essayé de manger quand même. Et alors avec Thomas c'était difficile, donc la première fois il a accepté, puis la deuxième fois il voulait plus. Donc on a fait avec de la betterave. Ça ressemble, et moi je trouve que ça se voit dans le film. Alors je regrette beaucoup de ne pas avoir insisté pour qu'il mange du foie cru. J'en fais plus, j'en prends plus. T'as arrêté? J'ai arrêté. T'as décroché quoi. Et pourquoi? Non, ça fait un moment. Ok. J'ai Depuis le film. du rognon non plus. Ah. Je sais pas pourquoi, j'arrête. Et donc j'aimais bien cette Mais c'est idée. pas de la bêtise, c'est la vérité. J'aimais bien cette idée que ça lui donne des forces, puis que lui, comme il est au-delà de, je sais pas comment on dit, mais foi, quoi, foi, y croire et tout, c'était plutôt qu'il a perdu sa grand-mère et qu'il cherche la recette, quoi, pour que ça fonctionne, alors il essaye un peu tout, quoi. Et notamment le foie cru manger sa grand-mère, quoi. Ouais, du sang et tout, il y avait un côté un peu, je sais pas, sorcière qui me plaisait, quoi. Il a bien fait bonne chère puisqu'il m'a mangé pendant que j'étais plus là. Ouais. Lui, il a réussi à en manger une fois, ouais. Enfin. C'est marrant. J'ai bien aimé l'épisode. Ah, le rôle qu'il faut le soir. Dans le même ordre d'idée, les tatouages qui sont sur son corps, ce sont les siens ou ça a été fait pour le tournage? Parce qu'il y a quand même des tatouages qui sont un peu spécifiques, ça questionne. Ouais, non, ça c'est ses tatouages à lui. Il est musicien, donc il a plein de tatouages que moi je ne comprends pas tout, mais il y a plein de trucs liés à la musique, puis il y a plein de trucs, des trucs plus liés à des... Il est au Beaux-Arts, c'est les tatouages de ses amis et des groupes. Il a fait partie de plein de groupes de musique. Et du coup, c'est les groupes, c'est ses groupes de musique. Et vous pensez à quel tatouage en disant ça? Le bonhomme qui vomit? Je me suis dit, est-ce que ça a été un tatouage qui a été fait pour le tournage? Non. Il y a des parallèles, on va dire. Voilà, il y a aussi 666, enfin il y a des choses qui sont... 666, c'est parce qu'il habite à Nice. Et c'est 06. C'est 0666 et 666, c'est le diable. Oui. Il en a partout maintenant, et presque, je crois qu'il veut se faire le visage et tout, non? Ouais. Il en a partout. De plus en plus. Est-ce que vous avez d'autres petites choses à dire sur le film? Bravo. Moi j'aurais rien à dire, mais tant qu'à faire, on peut inviter toute l'équipe. On peut faire une grande photo. Non. Oui, non mais Lou, lance le truc, t'as raison, tu veux un micro? Ah non. C'est très bien qu'elle ne prenait pas. Je voulais savoir comment, comment c'est pas comment, mais le fait comme ça d'interpréter un personnage, d'interpréter un personnage qui se transforme en animal, que j'ai trouvé l'interprétation très juste en fait.
Et en même temps, il y a ce mythe de la femme louve, mais la femme louve plutôt initiatrice en fait que retour à l'état sauvage, dans notamment les traditions chamaniques qui sont actuellement très en vogue un peu partout. Donc voilà, je voulais savoir comment, si par rapport à ce personnage, vous avez, si ça s'est fait spontanément, s'il y a eu des recherches par rapport à qu'est-ce que c'est qu'une femme louve, comment, enfin bon, voilà, comment on travaille ce personnage, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut-être en vous était déjà présent, cet appel de la forêt, de la nature. C'est un peu indiscret ce que je dis, hein, mais bon. Ah non, pas du tout, c'est pas indiscret. Bah, merci pour votre question. Non, c'est plutôt que je vais vous décevoir parce que en fait, j'ai un peu survolé toutes ces choses dont vous parlez et je vous avoue qu'en fait, j'y suis allée beaucoup plus. Je me suis concentrée beaucoup plus sur l'animal sauvage de façon plus générale que sur le loup en tant que tel au début, puis ensuite évidemment au fur et à mesure, c'est pas n'importe quel animal évidemment, mais plutôt sur c'est vrai que je suis partie de mon corps de femme, mais en fait d'être humain, pour penser ensuite aux potentielles relations avec le monde sauvage, donc sont notamment des choses qui se passent dans pardon, qui se trouvent au niveau de l'odorat, au niveau des sens en fait, des sensations, et les sens sont développés et enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça, mais c'est vrai que malheureusement je n'ai pas énormément étudié sur d'autres choses que physique en fait, c'est vrai. Voilà, donc Non, mais c'est quand même, de toute façon, un comédien, c'est un corps avant toute chose, hein, c'est des émotions et des sensations. C'est pas dans la tête que ça se passe. Mais merci. Et en plus, il y a vraiment cette idée que dans le film, il y a, enfin, il y a toute la partie dialogue, mais ce que racontent les comédiens par leur corps, quoi. Enfin, chacun a sa partition par le corps. Ouais, bah c'est tout le truc d'aller chercher des comédiens aussi qui n'ont jamais joué, etc. C'est de penser que leur corps va raconter quelque chose qui dépasse les mots, qu'on peut faire une économie de mots parce que tout d'un coup le visage il correspond exactement à, pas un cliché, mais en tout cas à quelque chose qui nous raconte le personnage, quoi. Je sais pas, Georges par exemple, il a pas beaucoup de mots. Georges c'est celui qui joue Monsieur Vert dans le film, il a très peu de mots, etc. Mais son accent, ses mots contrariés parfois quand il dit anyway, je sais pas quoi, ouais. Ça raconte tout un personnage en peu de choses, quoi. Enfin, un accent, voilà, son visage et son corps. Et quant à Jackie, il a différentes façons presque de marcher dans le film. Il évolue aussi dans sa démarche et dans sa... Ouais, je me souviens qu'on avait travaillé ça avec Thomas. Thomas, je l'ai beaucoup vu en fait, au début, on devait tourner en 2020, mais il y a eu le Covid, donc on a repoussé d'un an, donc j'avais un an pour le voir, quoi, donc je l'ai beaucoup vu. Et puis, on a travaillé plein de trucs, quoi, les démarches et tout ça. Et à un moment, je l'ai même emmené voir une amie qui s'appelle Véronique Rodia, qui est comédienne et qui est coach aussi de comédiens. Et Lou, d'ailleurs, on avait été la voir aussi pour travailler un peu justement le Lou. Et lui, ça l'a vachement décontracté et tout, machin. Et donc, il y a plein de trucs du corps qui viennent de là aussi. Il s'est comment dire, détendu, quoi. Du coup, on peut continuer le petit donner un peu la parole un peu à tout le monde. On peut commencer par Romain. On n'a pas de micro à chef, mais on peut quand même. Le fil est long. Pour que vous puissiez tous se dire un petit mot. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Romain est cinéaste à la base, mais en même temps joue pour le film de Lucas.
Qu'est-ce que ça implique du coup il y a vraiment cette idée de respecter entièrement de ne pas être interventionniste ou au contraire de proposer des choses dans un dialogue d'équipe comme on parlait au tout début de l'échange. C'était quoi du coup la collaboration entre vous? C'était un peu doux parce qu'il y a des jours où j'étais script et j'essayais d'avoir une conscience du film et de donner mon ressenti à Lucas et de laisser faire ce qu'il voulait avec. Et c'est vrai que les jours où je jouais, c'était particulier parce que j'étais obligé d'éteindre cet aspect-là. Le retour, la vision que je pouvais avoir du film, ce que je pouvais en penser, ouais, j'essayais de ne pas y penser du tout. C'était pas toujours évident. Et puis ils m'ont pris un peu par surprise sur ce film-là, parce qu'à la base j'allais juste faire ma petite prépa de script. Et le directeur de casting a un frère qui travaille dans la gendarmerie, donc ils m'ont fait essayer le costume du gendarme. Et il faudra flatter, un peu troublé, qui trouve que je m'aime bien. Et ouais, mais c'était une chouette expérience pour moi parce que j'ai fait quelques cours, un long. Je croyais avoir l'habitude de diriger des acteurs, mais le seul fait de passer de l'autre côté, quand on a beau savoir comment ça marche en théorie, mais tout s'écroule un peu une fois qu'on est en face. Ouais, je sais pas si ce que je dis, je me suis comporté de cette façon, mais... Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez une vraie parenté aussi de cinéma, par rapport au territoire, par rapport à la façon de filmer un lieu, par rapport aussi à des petites touches un peu fantastiques, ou des choses comme ça qui sont assez communes. Donc j'imagine aussi qu'il y avait un vrai dialogue sur le film. Ah oui, mais même quand j'écrivais avec Romain, et du coup on en parlait souvent. Ouais, et puis après écrit, il a suivi ça de très près, ouais. De l'intérieur, à la fin. Du coup, on peut continuer avec Edwige. J'avais envie de savoir... Alors moi qui n'ai pas beaucoup parlé, j'ai joué comme ça. Bonjour messieurs, dames, je suis contente de vous avoir vu. Et j'espère que vous l'avez bien aimé. Bon. Je remercie surtout Lucas et toute cette petite tribu qui était très gentille avec moi, parce que c'était pas facile. Pour tous nous tous, qu'on a été filmés, qu'on a fait le film, ce n'était pas facile, pour une première fois. Et comme je disais la fois passée, ça sera à refaire, j'en ferai un. Parce que au moins, ça apprend quelqu'un à faire du cinéma. Le plus dur, c'est les caméras. Mais ça sera à faire, j'en referai. Mais j'espère que Lucas viendra prochainement. J'espère bien. Il l'a promis, mais enfin, je ne sais pas quand. Il n'y a pas 70 ans, je serai peut-être plus long. Hein. Mais d'ici là, on verra bien. Oui. Alors attends, Edwige, il va te poser une question, merde. Non, c'est moi qui vais poser une question. Quand vous revoyez le film, là, c'était quoi, la deuxième fois que vous le voyez, le film? Ah oui. Est-ce que vous arrivez à vous détacher Oui, ben, à force de le voir, je suis dedans. Je suis dedans. Mais ce qui me fait... Enfin, ça me fait très plaisir. Hein. Mais je joue pas beaucoup dedans, mais je suis très contente. Mais le plus beau, il faut donner une grosse médaille, c'est à Thomas. Parce que c'est lui qui joue le plus grand. Et puis, ça à la fin, j'ai versé une mortie de larmes parce qu'il réussit à faire ce que je lui ai appris. Malgré, je sais pas, pas mes liseuses, je le tiens à tout le monde. Mais ça m'a appris à faire quelque chose de bien. Mais heureusement que Thomas était là, parce que vous savez, c'est pas facile. C'est quelqu'un de très bien et très doux, parce que les phrases, c'est très difficile pour moi. Les phrases à apprendre, tu veux dire? Comment? Les phrases à apprendre? Oui. Mais enfin, on y est arrivé quand même. Ouais. Ça a été. Mais parce que le film il est encore plus long que ça, hein, théoriquement. Ah ouais, autrement il n'aurait pas une journée. Hein, c'est vrai. Et j'aime bien celle quand on en fait monter à la falaise. Je serais bien tué ce jour-là. Enfin, c'était une bonne expérience.
Je tiens que tu rien. Oui, D'accord. Je passe au voisin. Merci, monsieur là. Alors Charles et Lucille, c'est intéressant aussi de parler avec vous, une question de production, un peu comment... déjà, est-ce que le film a été compliqué à financer? Comment ça s'est passé, les différentes étapes pour réunir l'argent pour faire le film? En fait, non, en fait, comment dire, on a eu assez rapidement le soutien du CNC via l'avance sur recette sur ce film, en vrai, sur une version assez tôt, et donc en fait, ça a démarré assez vite. Par contre, ce qui a été plus difficile, c'est l'après, parce qu'on a eu une sorte d'année un peu compliquée, quoi, de Covid, voilà, etc. Alors qu'on avait sur le papier un film où justement on avait besoin d'être dans une approche très documentaire et d'aller à la rencontre de gens qu'on ne peut pas trouver sur des sites internet d'agences, etc. Donc en fait, c'est surtout ce qui a été plus difficile, c'est ça, quoi. C'était l'incertitude d'un moment, alors que le film était plutôt bien parti dans l'écriture, qu'on était plutôt sûr de nous, qu'on avait des premiers soutiens financiers sérieux. C'était plutôt de se dire est-ce qu'on va vraiment réussir à le faire, quoi, et quand, et voilà, et c'est vrai que c'est des années où d'un coup, même faire des repérages, ça devient difficile, parce qu'en fait, on n'avait plus le droit de bouger, de voyager, il n'y a plus de fêtes de village, il n'y a plus d'associations, il n'y a plus... Donc voilà, c'était plus d'aller à la rencontre du réel qui était vraiment la partie la plus difficile, et je pense que c'était difficile surtout pour Lucas, quoi. Et qu'est-ce que ça implique en termes de production de faire un film comme celui-ci qui effectivement, on le disait, mélange acteurs non professionnels, acteurs professionnels, ça implique beaucoup de repérage, beaucoup de temps de repérage, de se familiariser aussi avec le lieu, le village, les gens sur place, etc. Qu'est-ce que du coup c'est quelque chose que vous aviez déjà connu en tant que producteur, tout ça, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Ça tient beaucoup à la méthode de travail de Lucas, c'est-à-dire qu'on est surtout là pour s'adapter. Voilà, Lucas a vraiment une expérience beaucoup plus documentaire que d'autres réalisateurs avec qui on travaille d'habitude, et on a aussi un peu découvert ça. Voilà, après le faire des films avec des non-professionnels, on en avait déjà fait, faire des castings comme ça, on avait déjà fait. Voilà, après c'est d'essayer de s'adapter à la méthode et de mettre en place ce qui permet de développer au mieux ça dans un maximum de confort, même si c'est des conditions difficiles, ce genre de cinéma, pour les gens qui le fabriquent. Vous produisez à peu près... vous avez combien de films en prépa là, pour l'instant? On tourne un court-métrage aux vacances de la Toussaint, un long-métrage en janvier-février, et on a un autre long-métrage qui est en fin de post-production actuellement. Alors, on va continuer ce petit tour de... Lucille veut pas parler. Justement, ça vient de compléter, ou c'est pas... Il accepte de parler, je crois qu'il a... Je ne veux pas du tout brider la parole de Lucille. Ah non, je ne suis pas bridée, tout va bien. Ouais, c'est bon, tu peux parler. Je sais parler. Allez, vas-y. Alors Olivier Strauss est également cinéaste et a coécrit le film et en même temps chef d'écho sur le film. C'est un peu comme Romain qui était script à l'origine sur le film. Mais il y a un truc comme ça, ouais, d'énergie. C'est le troisième film, enfin premier long, mais troisième film qu'on fait avec Lucas. On avait travaillé ensemble sur mon premier court-métrage. Lucas était assistant réal et au casting. Moi, j'avais monté le film d'après, le documentaire justement, qui a servi de matrice un petit peu, quoi, sur le personnage de Jackie qui vit avec sa mère, enfin sa grand-mère dans Jackie. Et donc ouais, il y a une sorte d'habitude et en même temps à chaque fois de surprise
en changeant parfois les postes, mais toujours en continuant ce travail qu'on a commencé quoi, il y a quelques années. Et pourquoi c'est important, Lucas, de travailler régulièrement avec Olivier, d'avoir cet échange-là Qu'est-ce qui fait la caractéristique d'Olivier mais non, mais c'était incroyable d'écrire le scénario avec lui. Bah, c'était très long, hein, je ne vous cache pas. On a mis beaucoup de temps parce que moi je suis très lent et puis parce que je reviens beaucoup sur les idées, parce que j'ai l'impression que parfois il faut que je teste toutes les possibilités pour pouvoir décider. Enfin voilà, j'ai pas encore les trucs quoi. Mais du coup, c'était incroyable d'être avec Olivier, de partager ce long moment d'écriture et d'explorer le film ensemble. Moi, j'ai un peu de mal à le quitter au moment de tourner, forcément, quoi. Alors, Olivier, il est monteur aussi, donc la question se posait de ce qu'il montait le film, comme il l'a écrit, ça me faisait un peu peur et tout ça, mais bon, c'était toujours une possibilité. Et puis finalement, bah, alors c'est un film illimité, quoi, donc c'est hyper dur de trouver des décorateurs sur des films. Ce genre de budget, en fait, ça effraie tous les chefs déco, quoi. Pas parce qu'ils ne peuvent pas acheter beaucoup de choses, mais parce qu'ils ont une toute petite équipe. Et la déco, bah, il faut porter des trucs, c'est quand même épuisant, quoi. Et donc je me lâchais par tous les décos que j'appelais, qui étaient tous très talentueux et tout ça, quoi. Et puis il y avait Olivier qui était à Paris, machin, qui avait l'air de, je sais pas, de s'ennuyer, peut-être pas. Et donc je lui ai dit, viens à la montagne. J'ai fait mon coup commun. Viens à la montagne. Et quand il est arrivé, je lui ai fait essayer une salopette bleue. Et je lui ai dit, ah, ça te va bien et tout. Et puis voilà. Et Hugo, il a accepté d'être chef déco. Il a fait ça avec beaucoup de talent. Mais parce que aussi, là, je le fais comme si j'étais en galère. Mais la vérité, c'est qu'Olivier, il a un grand sens esthétique depuis toujours dans ses films, dans les images qu'il trouve pour illustrer ses films, etc. Et donc je savais que j'étais entre de bonnes mains d'un goût commun, quoi, en tout cas. Mais ça ressemble un peu au casting finalement, puisque avec le budget que j'ai eu de déco, moi j'ai pris le train, je suis arrivé avec un camion vide dans le sud. D'habitude, quand on a un peu plus de moyens, on peut descendre avec beaucoup d'accessoires, de meubles, tout ça pour décorer les maisons. Et finalement, on a fait le tour de toutes les maisons qu'on avait visitées en repérage. En toquant aux portes. Bon, parfois ils jouaient les personnes, parfois ils prêtaient des choses. Je prenais plein de photos. Ah, je me souviens que vous aviez ce bel objet. Et parfois ils faisaient les deux, quoi. Ils jouaient et ils prêtaient. Ouais. Non, mais voilà, c'était assez beau et émouvant, je trouvais, d'aller vraiment chez les personnes et de nouer ce lien avec eux, quoi. C'est pas juste on taxait un truc et tout, c'est qu'on nouait quelque chose et ils allaient revenir sûrement ou donner un coup de main sur un truc de régie plus tard, des prêts, des locations, enfin quelque chose de... C'est un vrai film qui est... Enfin, je veux dire, c'est un film qui est vraiment ancré sous beaucoup d'aspects dans le territoire dans lequel il a été tourné, quoi. C'est pas juste une sorte de hold-up où les équipes débarquent et repartent. Là, il y a eu, quoi, 3 mois et demi de vie comme ça, quoi, sur la prépa et le tournage. Enfin, moi, le village de 30 habitants, j'y ai habité 3 mois, quoi. C'était un... Ouais, c'est... Voilà, ça c'était assez beau, assez fort. Et là, il y avait un enjeu avec cette fameuse maison aussi, comment lui donner une âme à cette maison, et ça, comment travailler là-dessus. Il y avait une base de patine, on va dire, dans la maison, parce qu'elle était plus habitée, que l'humidité s'était infiltrée. Mais ça avait été assez long de trouver cette maison. On avait imaginé tourner dans d'autres endroits où on ne pouvait même pas rentrer les caméras tellement les pièces étaient petites et c'était des habitats très, très vétustes qui avaient une âme. Il y avait même une très belle chapelle dans une des maisons, mais c'était très dur de faire un film d'équipe parce que on parle de beaucoup de documentaires, mais c'est quand même c'est un documentaire où il y a une grosse équipe, quoi. On est facile une vingtaine dans l'équipe quand on tourne, donc on a besoin de place, on a besoin d'âme. Et cette maison, ouais, je sais qu'on a... Moi, j'étais un peu... Je l'ai crédité, il est parti, mais j'ai un peu dévalisé la collection d'art de mon père, qui était en Provence aussi, qui avait pas mal de trucs. Et non, mais il fallait ramener un peu de... C'était pas ramener tellement des objets religieux comme pour les prières, pas tellement le côté religieux, mais le côté plutôt objet décoratif. C'est très charmant, tous ces objets un peu 19e, il y a une sorte de naïveté. Je me souviens, c'est pas dans le film, j'avais trouvé une sorte de couronne d'épines encadrée avec le portrait d'un miraculé. Enfin, voilà. Donc on travaille comme ça. Après, je pense que ce soit sur le scénario ou sur la déco, on est très content quand ça disparaît au film et que l'écriture du tournage prend le dessus sur tout, quoi.
puis du montage, enfin tout ça. Et un mot quand même sur la manière dont vous travaillez pendant l'écriture, pendant la phase d'écriture. Comment ça se passe? C'est un peu du ping-pong, ou alors lequel de vous deux est plus sensible peut-être à l'architecture d'un scénario, ou à la dimension, là il y avait une dimension aussi fantastique, je sais pas comment vous travaillez. Bah ça commence, vas-y si tu veux. Il y a beaucoup de conversations au départ en fait, il y a un truc de recherche totale et de beaucoup d'hypothèses en fait, on va dans un chemin, on reprend nos jambes à notre cou, enfin, puis après quand on trouve quelque chose, voilà on en parle, il y a Lucas est reparti à un moment plusieurs fois seul pour vraiment chercher son film, puis on en reparle. Ouais, en termes de ping-pong, parfois c'est ça, quand on est plus avancé dans le scénario, on peut se dire qu'on écrit chacun une version de la scène, quand c'est ce qu'on doit à peu près écrire, mais ça c'est déjà bien après, et on met en commun, enfin c'est des choses qu'on... Bon, il faut inventer un film, mais il faut aussi inventer les techniques, quoi, qui sont propres à nous deux, en fonction des énergies, des étapes, quoi. Après ça s'écrit de manière plus classique, quand on a vraiment un peu accumulé toute cette matière. Voilà. Non, je sais pas. Non, si, c'est ça. On a essayé plein de méthodes avant de trouver. Avant d'arriver au ping-pong, on a essayé plein de trucs. Au tout début, je m'amusais et Olivier il écrivait ce que je racontais. Donc on a quand même aussi un peu amélioré. Non, mais ouais, c'est toujours important de savoir comment naît un film, comment il. Enfin, concrètement, quand on travaille à deux en plus, c'est évident de trouver le bon moyen de communication, quoi. Ouais, c'est pas évident. Le montage, vous l'avez fait ensemble aussi? Non, en fait, donc j'ai monté avec un autre camarade qui s'appelle Clément Pinto et qui n'est pas là ce soir parce qu'il est parti monter un film au Portugal que je ne connaissais pas, qui m'a été présenté par Charles. Et qui a fait la Fémis, c'est ça? Qui a fait la Fémis, oui. Et qui est vraiment très talentueux et qui a fait des films lui aussi, des courts-métrages très beaux. Et puis voilà, dommage que vous ne puissiez pas y parler. Et Anna, elle a fait le casting. Et oui, moi j'ai fait le casting, alors j'étais pas toute seule, j'étais avec le directeur de casting, Romain Sylvie, qui est pas là ce soir, et j'étais stagiaire, et donc on est parti à la montagne pour caster Georges Isnard, qui joue Monsieur Bert. Et moi quand je l'ai rencontré, je l'ai trouvé incroyable, et du coup je lui ai demandé s'il cherchait une bergère. Et il m'a dit oui, et donc je suis devenue sa bergère. Et donc j'ai passé 7 mois à la montagne avec lui. Et du coup, Lucas venait en repérage à ce moment-là avec Olivier et tout. Et donc j'ai rencontré plein de gens de la montagne à travers lui. Et donc plein de figurants, de silhouettes parlantes et tout. Des maquignons. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est des revendeurs de bêtes. Donc ils achètent les moutons pas chers aux éleveurs et puis ils les revendent très cher à d'autres gens. Et enfin voilà, plein de sortes de gens de là-bas. Et c'était très beau, et voilà. Et donc j'étais stagiaire, et puis finalement je suis restée sur le tournage parce que je connaissais un peu tous les acteurs personnellement. C'était un peu une école en fait, pour moi, qui n'ai pas fait la Fémis par exemple. C'était une grande école de cinéma, et voilà. Merci à vous. Je sais pas s'il y a d'autres questions entre-temps. Ah oui. Dire pour vous, enfin, une vérité. Je me demandais ce qui sauve Loïc, ouais. Ce qui sauve Loïc, est-ce que c'est la musique de Thomas ou est-ce que c'est vraiment ce qu'il a appris de sa grand-mère? Alors il y a plusieurs interprétations possibles. Mais la musique, ça en est une, ouais. Comme si à un moment il réconciliait ces deux aspirations, à la musique et à guérir des gens, qui est une idée que je trouvais assez belle. Beaucoup de gens peuvent raconter ça, qu'ils ont été guéris parfois par l'art, par un film, par la vision d'un tableau, d'une musique. Et je trouvais ça beau que Jackie, à un moment, il se pose la question, est-ce que je vais faire de la musique? Ou c'est comme s'il mettait les deux choses en opposition, voilà, que ça se réunisse, quoi, je trouvais ça beau. Ensuite, Loïc, c'est celui qui croit vraiment en Jackie le plus sincèrement, quoi. Tous les autres, ils ont l'air de pas trop savoir, quoi. Et lui, il vient le voir et il lui dit, mais moi je sais que vos mains, elles peuvent tout, je sais plus exactement la phrase, vos mains, elles peuvent tout, en tout cas. Et donc, il y a aussi cette idée que c'est celui qui croit le plus qui est guéri, quoi. Et il y a un autre truc,
qui est que dans son trajet, donc Jackie veut absolument sauver Elsa, quitte à l'enfermer, etc. Il pêche par orgueil en fait, comme si tout d'un coup il se prenait pour tout puissant, etc. quoi. En tout cas, sa volonté est très enflée, quoi. Et à ce moment-là, c'est comme s'il abandonnait, quoi. Et c'est ça que je trouve beau. Et c'est peut-être ça qui permet de guérir. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions, sinon on va arrêter là cette discussion qui est super. Merci à... Merci. Oui, je fais une photo. C'est du coup. Bien, bien. Merci. Vous pouvez un fait une photo dehors. Devant la cinémathèque. Comme tu veux. Je pense à ton Cool, ouais, très bien. C'est bien d'avoir entendu. On s'entend alors. Super. Attends, on sort, on se fait bien. Tu as entendu?